Il choisit ce moment pour paraître aux côtés d'un vieil ami russe, le président de la fédération d'un sport qu'il affectionne, les échecs. Par mon biais, il a transmis un message aux pays de l'OTAN, ce que j'ai fait. J'ai immédiatement écrit une lettre à Sarkozy, à Merkel, à tous les pays de l'OTAN qui bombardaient la Libye. J'ai écrit, il m'a demandé de vous transmettre de cesser complètement les tirs, les assassinats de civils, et d'entamer des négociations sans conditions préalables, pour trouver un accord sur l'avenir de la Libye, sans verser le sang, sans guerre. Sur l'échiquier du conflit, Kadhafi est la pièce maîtresse. Récemment inculpé par la Cour pénale internationale, il représente la principale raison de la poursuite de la guerre. Alors pour la coalition, le match nul devient tentant. Son retrait serait la solution idéale, la moins risquée. Dans ce pays coupé en deux, elle ouvrirait la voie à un compromis politique entre le Conseil national de transition de Benghazi et une partie du régime de Tripoli. On a senti des formes de pression de la part de nos alliés. On a commencé à devoir écouter certains conseils. Peut-être qu'un compromis est nécessaire. Des initiatives politiques ont commencé à surgir de partout, de tous les côtés. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Tout le monde nous parlait d'initiatives politiques, vous savez. La France étant le fer de lance de la guerre, c'est d'abord à Paris que la partie se joue. Le président de la République reçoit en personne le plus proche conseiller de Kadhafi. Béchir Saleh, on le connaît, c'est le directeur de cabinet francophone. Et c'était pour le président une façon de faire passer un message direct auprès de Kadhafi, en lui disant, voilà, vous avez le choix, ou bien vous arrêtez tout de suite les combats, vous renvoyez les troupes dans les casernes, et à ce moment-là, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, nous pouvons vous garantir l'exil dans un pays où il aurait été protégé. Et puis il fallait d'autre part donner des garanties aussi au Conseil national de transition, enfin aux Libyens, que Kadhafi ne pourrait plus nuire. Nous avions sur le papier établi une liste de pays qui n'avaient pas l'obligation de transférer vers la Cour pénale internationale. Et on avait fait une liste exhaustive, laissant le choix éventuel à Kadhafi. Et j'ai rencontré le président. Il m'a raconté ce qui se passait avec Béchir Saleh. Et il m'a donné son bon conseil. Réfléchissez-y et revenez vers moi. Or, au même moment, les préparatifs pour libérer Tripoli se poursuivaient. Alors j'ai répondu, ok, on va prendre cette initiative au sérieux et blablabla. Il fallait juste gagner le maximum de temps avant que la prise de Tripoli puisse débuter. Alors que la réponse de Kadhafi à l'offre faite par la France au nom de la coalition tarde à venir, un nouvel acteur apparaît dans la coulisse, le Premier ministre Mahmoudi Bagdadi, numéro 2 du régime. Celui-ci fait passer un message par différents canaux, dont celui d'un homme d'affaires français bien vu à Tripoli, qui a œuvré par le passé au rapprochement avec la France. Bagdadi, c'est un élément du sérail, mais qui quand même, il comprend que le monde change, il sait qu'il faut que ça change, et il le dit d'ailleurs en off, que le colonel Kadhafi, il n'est pas en phase avec la réalité, mais qu'il faut qu'il fasse attention. Lui, il l'a compris. Lui, il voyage partout, il est moderne. Globalement, il est pour des réformes. C'est son directeur de cabinet qui vient me parler et qui dit, voilà, on aimerait que vous commenciez à discuter, ouvrir une porte. Est-ce que vous pouvez négocier avec la France? Est-ce que vous pouvez tenter quelque chose? Et j'ai dit, on va bien voir, on va essayer. Les Français voient tout de suite l'opportunité de remplacer Kadhafi par un dirigeant plus présentable,
qui négocierait une transition en douceur avec la rébellion. À ce moment-là, on rencontre quelqu'un du ministère de la Défense. C'est un petit café, digne d'un film. C'est vraiment ça, très discrètement. Là, on rencontre des gens de chez Longuet, ministère de la Défense. Ils parlent beaucoup des islamistes. Ils disent c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, ça va être très compliqué après. Vous pourrez pas gérer. Si on casse tout, le système tribal, même si c'est vrai qu'il a évolué et que c'est plus le système d'il y a 25 ou 30 ans, mais quand même, c'est quand même bien présent. Et ils sont là un peu partout. Si on déstabilise tout ça, on n'arrivera pas à reconstruire. Vous aurez la Libye en miettes et ça mettra 10 ans avant de repartir. Et il le dit assez bien. Je crois que c'est assez bien perçu en fait. Mais toujours pareil. En face, ils disent oui, mais vous nous plaisez, on comprend ce que vous dites. Baghdadi, d'accord, on comprend bien. Mais est-ce que le colonel Kadhafi, qui est quand même à la manœuvre toujours, est-ce que lui vraiment va suivre? Est-ce que Kadhafi est prêt à vous laisser la main? La pierre d'achoppement, c'est Kadhafi. Les Libyens exigent qu'il reste au pouvoir pendant d'éventuelles négociations de paix. Les Français refusent, jusqu'alors. La force ne réglera pas leurs problèmes entre eux. Nous avons arrêté la main qui allait frapper et nous leur demandons de parler entre eux. Il n'y a pas de solution de force satisfaisante. Même si Kadhafi n'est pas parti. Il sera dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. C'est une réunion qui est confidentielle, hein. On se dit pas qu'il ne faut rien dire, mais enfin en gros, on n'en parle pas. On verra bien ce que ça donnera. On repart et le lendemain, là, il surprend tout le monde. Le colonel Kadhafi peut rester en Libye, dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. On était tous très surpris, on se dit tiens, tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils veulent valider cette piste-là, cette ouverture-là, et ça la rend d'autant plus crédible à Tripoli, parce qu'à ce moment-là, tout le monde tire dans tous les sens. Saïf essaie des choses, l'autre frère ailleurs, tout le monde tire dans tous les sens. Et tout d'un coup, ce canal-là devient crédible aussi pour Tripoli, par la sortie de Longuet. Pour y voir clair dans le bluff des uns et des autres, un émissaire de haut rang est dépêché à Tripoli auprès de Baghdadi. Il s'agit d'un haut diplomate russe, pays resté neutre dans le conflit et qui jouit encore de la confiance des Libyens. Cette démarche s'est décidée un peu plus tôt, en marge du sommet du G8 de Deauville. Le président Medvedev a eu plusieurs tête-à-tête, avec le président Sarkozy, avec le président Obama, avec d'autres dirigeants. À la fin de la journée, après ces réunions, il m'a passé un coup de fil et il m'a dit « On nous demande de nous impliquer. Tu dois partir. » Il était essentiel que ce message soit transmis par l'émissaire de Medvedev, si possible directement à Kadhafi, pour ajouter sa force de conviction à celle de Nicolas Sarkozy. À la fin de la journée, je me suis entretenu avec le Premier ministre Mahmoudi Baghdadi. Il m'a semblé, je dirais, plutôt clivé. Il n'était pas nerveux. Il ne se lamentait pas. Simplement, il me parlait comme si tout était normal, sous contrôle. Ce qu'il voulait faire, et ce qu'il a fait, c'était me faire peur. Il m'a dit, nous sommes prêts à faire exploser tous les explosifs et les missiles que nous avons à Tripoli, si ils arrivent. Il, c'est-à-dire le CNT, le Conseil national de transition. Tripoli deviendrait un volcan. Une autre chose qu'il m'a dite, et bien sûr je pense que c'était une sorte de jeu, nous avons été approchés par des membres d'Al-Qaïda qui nous ont suggéré de lancer des attaques contre l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, nous avons refusé. Mais qui sait ce que nous répondrons la prochaine fois? En fait, c'était comme si ce type avait été utilisé par son chef comme une sorte de messager. Face à l'envoyé du président russe, il voulait seulement faire passer un message. Ce n'était pas une conversation entre deux personnes qui veulent résoudre un problème. Ce type ne voulait rien résoudre du tout. Les Occidentaux se rendent à l'évidence. Kadhafi est le maître du jeu à Tripoli et pense bien le rester. Malgré tout, des initiatives politiques continuent encore un temps.
elles ont été toutes repoussées par le colonel Kadhafi, qui n'imaginait pas un instant, on revient à l'aveuglement, avoir à négocier sa reddition, puisqu'il pensait que de toute façon personne n'irait jusqu'au bout et qu'il était toujours plus puissant, alors qu'il était déjà, sa situation était déjà plus fragile. On avait maintenu des lignes directes. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables du régime de Kadhafi. C'était en permanence, s'il vous plaît, faisons un deal. Mais personne, à la fin des fins, personne, aucun d'entre eux ne pouvait nous assurer que Kadhafi était prêt à se retirer ou qu'un groupe dans le premier cercle était prêt à aller le voir et à lui dire « Maintenant, il faut que vous partiez pour le bien du pays ». Depuis le début, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de solution diplomatique avec Kadhafi. Lui, il voulait gagner du temps, il voulait jouer. Je ne crois pas que ma mission ait échoué. Le seul type qui ait échoué, c'est Mouammar Kadhafi. Parce qu'il se battait contre la réalité, contre le monde réel, contre la réelle politique. Il se battait contre sa propre nation et contre la communauté internationale. Kadhafi a tout de même quelques vraies raisons d'espérer s'en sortir. Le mois du Ramadan est là, puis ce sera la rentrée de septembre et le dossier de la crise économique qui va monopoliser les énergies. Les Occidentaux ont-ils les moyens de poursuivre cette guerre au-delà de l'été? En accord avec leurs alliés de la coalition, les Français donnent le feu vert au CNT pour déclencher le plan de la prise de Tripoli. Il fallait que cette opération réussisse. C'était l'unique espoir de décapiter le régime. Si on échouait, Dieu nous en préserve, alors on aurait été soumis à toutes sortes de pressions politiques. J'étais moi-même prêt à démissionner, à quitter la scène sur le champ en cas d'échec. Là, il y a une sorte de fébrilité à l'Élysée. On sent que l'issue est imminente, c'est la poussée finale. Et en même temps, il y a une grande angoisse. Comment est-ce que ça va se passer dans Tripoli? Ils étaient très préoccupés par la sécurité à Tripoli après l'opération. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez faire pour éviter le chaos? Ce genre de questions. On n'avait pas de réponse. On leur disait seulement, on n'en sait rien. Le plan était prévu pour être déclenché après la rupture du jeûne du Ramadan. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde est occupé chez soi, à dîner ou à prier. Autour de 14 heures ce jour-là, j'ai reçu un appel du chef d'état-major qatari disant qu'il venait de recevoir un appel du quartier général de l'OTAN. Il vous demande de repousser le plan à nouveau. J'ai dit, pas question. Je ne peux pas appeler les gens dans la salle des opérations à Zintan ou à Tripoli. Ils me tueraient. Il m'a dit, oui, mais l'OTAN insiste. J'ai répondu, écoutez, si je les appelle, je suis sûr qu'ils vont me raccrocher au nez. Mais je vous promets que je vais passer le coup de fil. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où je leur ai dit, l'OTAN dit que, blouf, le téléphone était coupé. Depuis les montagnes de Nefouza, ainsi que depuis la ville de Misrata, les rebelles foncent sur Tripoli. Alors que les premiers combats éclatent, Kadhafi se trouve encore dans sa capitale. Mohamed Kadhafi m'a appelé. Il m'a dit que son père souhaitait me parler. Et comme il y avait des combats là-bas, on entendait des bombes. Il m'a dit, il ne peut pas vous parler longuement, parce que l'OTAN pourrait découvrir où il se trouve et nous envoyer un missile. Le colonel Mouammar Kadhafi a parlé en arabe. Son fils a ensuite traduit. Il m'a dit, Kirzan, je veux dire par votre intermédiaire que je n'abandonnerai pas le pays. Beaucoup disent que je vais fuir. Je suis ici à Tripoli et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang.
Kadhafi m'a dit encore une chose importante. Kirzan, je n'ai plus confiance dans les pays occidentaux. Si tout se termine normalement, je n'aurai plus aucune relation avec les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'en 2003, nous avons signé un accord. J'ai renoncé à mon programme d'armement. Je n'ai pas acheté de fusées. Je n'ai pas développé de programme nucléaire comme la Corée du Nord. Au lieu de cela, les pays de l'OTAN, eux, s'armaient. Ils sont venus et là, ils me bombardent. Et maintenant, que pensent les pays du tiers-monde, d'Afrique, d'Asie, les petits pays d'Europe aussi? Ils pensent qu'il faut s'armer. Et l'Iran maintenant se dit, à quoi bon rester sans rien faire? Il me faut la bombe atomique, et ainsi de suite. Les cellules dormantes prennent les points clés. Puis les milices rebelles, appuyées par des centaines de forces spéciales de plusieurs nations, parmi lesquelles de nombreux Qataris, investissent la capitale libyenne. On a commencé à y croire lorsque les gens du Djebel Nafoussa sont descendus sur la côte et ont coupé la route de Tripoli vers la Tunisie. Mais la prise de Tripoli, c'est une surprise, c'est moins d'une semaine de combat. Le régime a finalement effondré plus vite que était raisonnable de l'envisager. Voilà. Je pense qu'on avait aussi surévalué la solidité du régime. Le 24 août, après de durs combats, le palais de Kadhafi et son dédale de fortifications est pris. Le dictateur déchu, lui, est introuvable. Tripoli est aux mains du CNT, mais aussi de dizaines de groupes armés de toute la Libye. Plus ou moins disciplinés, rétifs à l'autorité du CNT. Ils entendent obtenir leur part du pouvoir. Il y a même un invité non prévu. Abdelhakim Belhadj, l'ancien djihadiste, qui se proclame chef militaire de Tripoli devant les caméras de la chaîne qatari Al Jazeera. Quand ils sont entrés à Tripoli, ils étaient accompagnés de la chaîne Al Jazeera. On a tout de suite senti qu'il y avait un complot. Nos forces nous ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'accord là-dessus. Ils étaient mieux armés, mieux financés, totalement soutenus par les médias, comme si tout cela avait été préparé de longue date. Belhadj, dont les forces reçoivent des armements lourds et des fonds en provenance du Qatar, sur l'aéroport de Tripoli tombé entre ses mains. Pour peser sur la nouvelle Libye, l'émirat a choisi de s'appuyer sur des islamistes avec lesquels il a des proximités idéologiques, aux grandes dames des Occidentaux, qui soutiennent eux un CNT qui peine à asseoir son pouvoir sur Tripoli. Une sourde guerre d'influence a commencé. On a bien senti que le Qatar penchait en faveur de certaines factions politiques. Nos alliés occidentaux, je ne crois pas qu'eux-mêmes s'y attendaient. Ou alors, ils nous auraient avertis. En tout cas, c'est ce que je pense. Nous, en tout cas, on ne s'y attendait pas. La question de Belhadj et des islamistes, c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher quand il sera temps. Est-ce que nos alliés qataris se sont un peu trop appuyés sur la fin sur cette mouvance-là? Est-ce que ça a déplu? Il n'y a aucune ombre entre la France et le Qatar. Voilà. Kadhafi se réfugie à Sirte, sa ville natale, avec son dernier carré de fidèles, où il résiste encore 2 mois.
À la chute de la ville, il tente de fuir. Il n'est plus qu'un homme traqué, dont la survie retarde la fin du conflit. On ne savait pas que le colonel Kadhafi était à bord de ce convoi armé. Un convoi armé, c'est une cible légitime, parce qu'il peut menacer les civils. Parmi les avions disponibles dans le secteur, il y a un avion français, et en effet, ce tir a désorganisé les fuyards et qui sont partis un peu en sauve-qui-peut général, et c'est dans ce sauve-qui-peut général que Kadhafi a été retrouvé dans les conditions que l'on sait, et avec une fin qui est à l'image du caractère tragique qu'il a donné à sa vie et qu'il a choisi lui-même finalement. Est-ce qu'on peut avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi? L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Pour éviter des massacres annoncés, au nom aussi de la réelle politique, l'Occident, et au premier rang la France, ont précipité la chute du colonel Kadhafi. Tantôt son meilleur, tantôt son pire ennemi. À l'issue de ce combat à mort, reste une Libye à l'avenir incertain. Entre démocratie espérée ou dictature islamiste redoutée.